Alors, on commence un nouveau cours qui est la synthèse des filtres RIF. Alors, avant de parler des filtres RIF, on va parler des filtres numériques en général. D'abord, ils présentent d'énormes avantages par rapport aux filtres analogiques. Alors, première chose, ils sont fiables. On avait vu que la dernière fois, on avait besoin juste de registres, de retardateurs, de registres à décalage pour pouvoir effectuer les opérations qu'on souhaitait faire. Donc, quand on dit fiable, c'est-à-dire une fois qu'on va mettre les coefficients de notre filtre, les AI et les BI, supposons que B0 par exemple vaille 2,25, et bien ce sera toujours 2,25, ça ne peut pas être 2,26 ou 2,28 demain. Donc ça c'est pour la fiabilité. Alors ensuite c'est reproductible, c'est-à-dire vous allez, si je veux concevoir deux filtres numériques avec les mêmes propriétés, ben, c'est pareil, je vais mettre exactement donc dans mes registres, elle a exactement les mêmes valeurs des AI et BI. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est reproductible. Chose que je ne pourrais pas faire avec un filtre analogique. Je vais faire deux amplis conçus de la même façon. Je vais prendre des résistances, mais sauf que ces résistances, elles sont connues. La valeur, par exemple, c'est une résistance de 100 ohms, ben c'est plus ou moins 5 ou 10% selon la précision de la résistance. Donc, je n'aurai pas exactement la même chose. La souplesse, quant à elle, elle est liée à quoi? Quand on dit souple, c'est parce que tout simplement, si je veux maintenant changer les valeurs, en faire un autre filtre, je n'ai pas besoin, comme pour un filtre analogique, de dessouder, de mettre de nouveaux composants. Ben, il suffira juste que je change les valeurs des AI et BI. Bien sûr, cela va nous permettre donc de travailler en temps réel, tout ce qui est transmission, codage, synthèse. Donc, je pourrais, grâce à ce filtre numérique, faire les choses beaucoup plus rapidement. Alors maintenant, comment on va concevoir ce filtre numérique? Alors, la plupart, on peut les dériver directement des filtres analogiques. Alors, d'abord, comment que ça va se passer? On va d'abord définir les caractéristiques du filtre, c'est-à-dire, je me dis, voilà la réponse en fréquence que je souhaite avoir. On peut aussi travailler avec la réponse impulsionnelle, mais on lui préfère plus la réponse en fréquence que l'on souhaite avoir. C'est-à-dire, on va démarrer de la réponse en fréquence. Je veux tel filtre qui fasse telle ou telle chose, je veux un passe-pas, je veux un passe-haut, je veux rehausser ça, je veux un égaliseur de fréquence. Donc, en démarrant de la réponse en fréquence, qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'ai une réponse de fréquence type. À partir de cette réponse en fréquence type, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement essayer de déterminer les coefficients de ce filtre, c'est-à-dire mes fameux AI et BI. Alors, bien sûr, je ne vais pas les déterminer n'importe comment. Je voudrais bien sûr que ce filtre-là soit le plus rapide possible. Bien sûr, il faudrait qu'il soit stable, il faudrait qu'il soit précis et dans l'idéal, il faudrait qu'il ait un déphasage linéaire. Bien sûr, une fois que j'ai déterminé les coefficients du filtre, je vais passer donc à sa réalisation, donc déterminer une certaine structure. Maintenant, comment on va pouvoir faire ça? Alors, il y a deux façons de faire. Il y a ce qu'on appelle l'approche directe. Alors, avec l'approche directe, c'est-à-dire à partir de la réponse en fréquence, je vais essayer de trouver H de n, la réponse impulsionnelle. Il y a ce qu'on appelle une méthode indirecte. Pour celle-ci, il faut signaler que la méthode directe, c'est la plus compliquée à faire. Et la méthode indirecte, en fait, on va tout simplement démarrer d'un gabarit analogique connu, genre Butterworth, Chebyshev. Et à partir de ce filtre-là, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va donc, première chose, n'oubliez pas que dans toute chaîne analogique, vous avez un filtre en repliement. C'est quoi son rôle? C'est de pouvoir éviter tout repliement. En général, pas en général, ce filtre est toujours un filtre analogique. Dans toute chaîne numérique, vous avez en début de chaîne un filtre analogique. D'ailleurs, un des plus simples, c'est un filtre passif parce qu'il n'a pas de limitation en fréquence, qui va vous permettre donc de limiter vos fréquences pour qu'elles ne dépassent pas la fréquence d'échantillonnage à laquelle vous allez travailler. Donc, à ce moment-là, on préfère perdre tout ce qui est au-delà de FE sur 2 que de générer des fréquences supplémentaires à cause de l'aliasing qui fera que donc j'aurai des fréquences fausses. Bien sûr, ce signal analogique va être converti de façon numérique. Donc, ensuite, j'aurai mon fameux système H2Z numérique. Bien sûr, si je veux revenir au signal analogique, je vais passer par un convertisseur numérique analogique. Alors, maintenant, on va rappeler que les filtres idéaux n'existent pas. Pourquoi? Parce que ce filtre-là passe bas, tel qu'il est, donc c'est une porte qui aurait qu'une porte de largeur de FC. Ça veut dire que la transformer en moins 1 de ce filtre-là, ce serait un sinus cardinal infini. D'abord, tout filtre réel est causal.
parce qu'il est causal, donc ce sinus cardinal-là, il faudra le décaler. Bon, ça, à la limite, ça pose pas de problème. Ça veut dire que, au lieu de travailler avec un sinus cardinal qui serait centré en 0, eh ben, ce fameux sinus cardinal, je vais le décaler d'une certaine valeur, T0. Jusque-là, ça ne pose pas de problème. Donc là, le problème de la causalité revient tout simplement à en faire un filtre causal, donc à le décaler du côté positif. Sauf que le plus gros problème, il ne se situe pas au niveau de la causalité. Le plus gros problème, c'est que votre sinus cardinal, il est infini. Et qui dit infini signifie que je ne pourrai pas travailler avec un filtre pareil puisque je ne peux pas avoir une infinité de coefficients. Et ce problème-là va nous pousser donc à limiter notre signal. Bien sûr, nous, quand on va limiter notre signal, de préférence, on va le prendre symétrique. Pourquoi on va le prendre symétrique? C'est pour pouvoir nous assurer donc un déphasage linéaire. Donc, par exemple, si je prends ce filtre-là, je vais commencer d'ici et je devrais m'arrêter quelque part là pour avoir un filtre symétrique. On rappelle, un filtre symétrique va nous permettre de faire quoi? Donc, symétrie, ça veut dire à partir de là, donc j'aurai les mêmes valeurs de chaque fois de part et d'autre. Et qu'on a vu la dernière fois qu'avec un filtre RIF symétrique, je peux m'assurer un déphasage linéaire, c'est-à-dire un retard de groupe constant. Alors, pratiquement, qu'est-ce qui va se passer? Donc, nous, on démarre d'un filtre linéaire, d'un filtre idéal. Ce filtre idéal, c'est censé être une porte, sauf que donc une porte, quand on fait sa TF, c'est un sinus cardinal qui est infini. On ne peut pas prendre une infinité de valeurs, donc on sera obligé de faire une troncature. Qui dit troncature, c'est-à-dire limiter le signal. Je rappelle, on n'a pas multiplié par une porte, mais c'est comme si qu'on avait multiplié par une porte. Donc, si je multiplie par une porte, ça veut dire que je vais limiter mon signal. Et rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit? Si je multiplie par une porte dans le domaine temporel, ça veut dire que dans le domaine fréquentiel, je vais convoluer avec un sinus cardinal. Et du coup, je vais avoir une réponse qui sera de la sorte, mais on va expliquer pourquoi elle est comme ça. Donc, je ne peux pas avoir un filtre idéal. Pourquoi? Parce que non seulement la TF de ce signal est un signal qui n'est pas causal, mais la causalité ne pose pas de problème puisque je peux décaler. Le plus gros problème, c'est le fait que la TF-1 d'une porte, c'est un sinus cardinal et qu'un sinus cardinal, eh ben, c'est un signal qui converge vers 0, mais qui ne s'annule pas. Donc, obligé donc de limiter le signal. Qui dit limiter le signal, ça revient donc à le multiplier par une porte au niveau temporel. Donc, on est bien ici. Ah oui, je viens de voir qu'il y a une erreur. Donc, bien sûr, de là à là, c'était la TF-1. Donc, de d'ici à ici, donc de là à là, je suis en train de faire la TF-1 puisque ça c'est le filtre en fréquence, ça c'est la réponse impulsionnelle en temps. Ici je tronque la réponse impulsionnelle en temps, je fais la TF par la TF-1, je récupère ce signal. Donc je disais, limité dans le temps signifie qu'au niveau des fréquences, donc j'ai multiplié en temps, au niveau des fréquences, qu'est-ce qui va se passer? Je vais convoluer, mais avec un sinus cardinal. Alors, pour voir bien l'impact de cet aspect-là, j'ai pris un exemple. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une porte. Alors, j'ai pris le filtre idéal, c'est celui-là qui est en jaune. J'ai pris une porte. Et pour cette porte-là, j'ai considéré que 3 points. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Limité en temps. Qu'est-ce qui va se passer donc en fréquence? Donc, si je limite en temps, ça veut dire que chaque point en fréquence va être convolué avec un sinus cardinal. Ici, pour cet exemple, j'ai considéré 3 points. J'ai pris le premier, celui du milieu et celui-là. Donc, c'est comme si c'était des Dirac. Ils sont convolus avec un sinus cardinal. Je convolue un sinus cardinal, avec un Dirac. Qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve un sinus cardinal au Dirac. Donc, puisque j'ai pris 3 points, donc pour celui-là, j'ai un sinus cardinal, pour celui-ci, un sinus cardinal, pour celui-ci, un sinus cardinal. Bien sûr, nous, qu'est-ce qu'on va voir en visualisant? Qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, ce sont des sinus cardinaux qui s'annulent, puisque nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié par une porte de largeur 1TE. Donc, qui dit porte de largeur 1TE dit sinus cardinal qui s'annule tous les 1 sur 1TE, soit FE sur N. C'est ce que j'ai pris ici. Donc, c'est un sinus cardinal qui s'annule. J'ai pris un pas j'ai pris un pas de 1. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va visualiser? On va visualiser la somme des 3 sinus cardinaux. Donc, si je prends ce point-ci, donc la somme, c'est ce qu'il y a en bleu. Qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, ici, c'est 0. Ce sinus cardinal vaut 0. Celui-ci vaut 0. Donc, je retrouve le point pour le sinus cardinal. N'oubliez pas qu'on a pris donc la même porte. Donc, il s'annule tous à FE sur N. Bien. Ensuite, pour le deuxième sinus cardinal, pareil. Donc ici, si je veux ce point, je vais sommer ces deux-là. Mais remarquez que ces 2 points-là, ils sont bien en deçà de la moitié. Donc, même avec je somme
pardon. Donc, je somme ces deux points. Donc, si je somme ces deux points, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va me faire ça, ce point de ce sinus plus ce point de ce sinus cardinal plus un petit point qui est négatif, j'aurai quand même une valeur qui est élevée. Pareil pour cette valeur, je somme ces deux-là et j'ai celle-là, donc il se passe bien par là. En fait, au niveau de chaque pic, il va passer par ces pics. Sauf qu'entre les deux, il va y avoir des ondulations. Pourquoi il y a des ondulations? Justement parce que ici, c'est ce qui est cette... ce truc qui est vers le bas, cette ondulation qui est vers le bas ne compense pas ces deux ondulations qui sont vers le haut. Et pareil ici. Donc, en fait, à l'intérieur, plus ou moins, il va y avoir une petite compensation, mais à l'extérieur, pas possible. Parce que regardez, ce sinus cardinal qui est sur le bord, il a une alternance qui est négative. Celui à qui il est là, il est passé par négatif, positif, négatif. Donc, j'ai deux alternances négatives plus une positive. Je somme deux négatifs plus une positive ici, qui se trouve dans l'amplitude est à peu près au milieu des deux. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la négative qui va battre celles qui sont en positif. Pareil ici en haut, j'en ai deux. Ici, j'ai deux alternances qui sont vers le positif. J'en ai une qui est vers le négatif, donc il n'y a pas compensation. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir une ondulation. On va mieux voir ça. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai pris 5 points. Alors, en prenant 5 points, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que plus ou moins, alors à l'intérieur, il y a plus ou moins un petit effet de compensation. Les ondulations, il y a pas mal d'ondulations en haut, pas mal d'ondulations en bas, pas mal d'alternance en bas, d'alternance en haut. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc ici, au milieu, bien sûr, pour tous les points, je vais passer par le sommet parce que c'est à ce moment-là que tout vaut 0. Mais entre les points, je vais avoir des ondulations parce que ça ne se compense pas totalement. Mais le plus gros des ondulations, où est-ce que je vais l'avoir? Alors, ce que j'appelle ondulation, c'est ce qu'on est en train de voir ici. Le plus gros, c'est celle-là. Parce que la dernière alternance ici, c'est la plus grande et rien ne va venir la compenser. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Même si vous prenez un nombre de points très, très grand, vous aurez toujours ici, la dernière, parce que ici, il y a un effet de compensation au milieu, mais ici, il n'y a plus rien. Cette alternance qui est ici négative, rien ne va venir suffisamment fort, puisque tout ce qui va venir en haut, c'est toutes celles des précédentes. Et forcément, le sinus cardinal, plus vous allez vous éloigner, plus ces ondulations deviennent petites. Donc ici, c'est ce qu'on appelle au point de discontinuité. Rappelez-vous, votre filtre en jaune, c'est celui-là. Alors ici, au point de discontinuité, c'est ce qu'on appelle l'effet de Gibbs. C'est-à-dire, vous aurez beau augmenter le nombre de points, ici, il n'y aura pas de compensation parce que ici, ces deux sommes-là vont vous donner une grande valeur et les alternances qui vont les compenser en négatif ne sont pas suffisantes. Notez en plus qu'il y en a en plus. Il y en a qui sont positives et négatives. Quelles qu'elles soient, elles ne compenseront pas suffisamment celles-ci. La dernière. Donc, du coup, on aura un dépassement qui vaut équivalent à peu près à 9% de l'amplitude. C'est-à-dire, si vous avez ici, l'amplitude c'est 1, eh bien, vous aurez 1, ici cette amplitude c'est 1,09. Pareil pour celle-ci. C'est la première, ici c'est quoi? C'est la première alternance négative du sinus cardinal. On la voit mieux ici. Ici, je suis là. La première alternance négative. Rappelez-vous qu'une porte, l'atténuation en dB, c'est juste moins 13 dB. Donc, elle est très, très faible. Donc, dans tous les cas, les lobes secondaires sont élevés. Donc, ce lobe secondaire, je ne pourrai absolument rien faire. Je l'aurai toujours. Idem pour celui-là. Donc, dans le cas réel, donc à chaque fois que je vais vouloir faire une porte, celle-ci qui est là en jaune, je n'aurai jamais ça. J'aurai quelque chose avec des ondulations et qui ressemblera plus ou moins à une porte. Bien sûr, si vous avez remarqué ici, qu'est-ce qui s'est passé? Plus on a pris de points, plus le sinus cardinal s'annulait plus vite, c'est normal, puisque si je prends n, plus n est grand, plus mon sinus cardinal va s'annuler tous les FE sur n. Si n est grand, FE sur n est petit. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Plus votre n est grand, et plus la zone de transition ici, qui est FE sur n, va être petite. Ça, c'est intéressant, parce que rappelez-vous, on veut un filtre qui, donc un passe bas, donc là, au milieu, j'ai des fréquences qui passent, celle-ci qui ne passe pas, mais j'aimerais bien que la zone de transition soit la plus faible possible. Donc, en règle générale, qu'est-ce qui va se passer? Quand on va identifier le gabarit d'un filtre, alors qu'est-ce qu'on va dire? On va d'abord identifier la bande passante. La bande passante, elle est là de 0 jusqu'à FP. Donc, comment on la trace? Il suffit de prendre l'ondulation la plus grande. Ici, l'ondulation, c'est delta 1. Je fais 1 moins delta 1. Je la trace. Je vois où est-ce qu'elle va
coïncider avec mon signal et là je vais récupérer FP. Ensuite, pour la bande atténuée, ben, je vais faire pareil. Je vais prendre l'ondulation ici. Voilà, l'ondulation la plus grande. Je vais tracer la tangente à l'ondulation. Là où ça touche votre filtre, vous allez récupérer votre FA, c'est-à-dire la fréquence d'atténuation. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai aussi comme autre valeur? Alors j'ai bien sûr le gain de mon filtre. Ici, j'ai pris un gain de 1. Alors, il y a aussi la zone de transition qu'on veut la plus faible possible. Bien sûr, la zone de transition sera donnée par FP, FA moins FP. La fréquence de coupure va donc se situer au milieu. Alors, maintenant, ces amplitudes, les oscillations en bande passante, c'est ce qu'on a appelé delta 1. Les oscillations en bande atténuée, c'est ce qu'on a appelé delta 2. Alors, en général, on les exprime en dB pour chaque filtre. Donc, alors sigma 1, c'est 20 log de... Alors, pour sigma 1, l'atténuation en bande passante, c'est 20 log 1 moins sigma 1, pardon. Et pour l'ondulation en bande atténuée, j'aurai moins 20 log sigma 2. Rappelez-vous, si vous faites 20 log, 20 log de 1, ça vous fait 0. Donc, vous aurez bien sûr, puisqu'on a mis un moins, vous aurez ici la valeur en positif. Bien. Alors, on revient, là on a parlé un petit peu en général, on revient à la synthèse des filtres RII. Alors, on rappelle qu'un filtre RII s'écrit forcément comme ça, puisque c'est, un filtre RIF, pas RII, s'écrit forcément comme ça. Alors, il s'écrit comme ça, pourquoi? Parce que on a dit que c'était un filtre à réponse impulsionnelle finie, donc dont la sortie ne dépend que de l'entrée. En appliquant donc la TZ sur les deux bords, je retrouve la réponse directement, la fonction de transfert, qui est somme des BI Z moins I, parce que je n'ai fait que remplacer X par un direct. Et donc, pour retrouver H de F, il suffit de remplacer Z par exponentielle 2 pi J FTE, ce qui me donne ceci. Alors, maintenant, il faut noter qu'on a ici un polynôme, transfert de polynôme non rationnel. Il sera rationnel si vous multipliez par z à la puissance n en haut et z à la puissance n en bas. Mais ce filtre-là, du fait que le dénominateur est une fonction z à la puissance n, il n'y a pas d'équivalent en analogique. Rappelez-vous, quand on fait, par exemple, on prend une cellule RC et que je veux prendre la tension au bord de R, je vais faire R sur R plus J, c'est oméga, c'est-à-dire qu'au dénominateur, j'ai toujours, pour le filtre le plus simple d'ordre 1, au dénominateur, j'ai une somme. Donc, c'est R plus J, c'est oméga, la somme des impédances. C'est comme ça qu'on fait pour le diviseur de tension. Donc, du coup, ici, ça, c'est-à-dire un dénominateur comme ça, aucun équivalent. Je n'ai pas d'équivalent en analogique, puisqu'en analogique, j'ai forcément une somme, au moins qui comporte 2 éléments. Ça, au minimum, degré 1. Degré 2, ce sera 3. Donc, je ne peux pas faire la transposition d'un filtre analogique en un filtre numérique et RIF. Ça ne marchera pas, puisque sur votre pôle, sur le dénominateur, vous n'avez pas une somme. Alors, on va voir plutôt, nous, deux méthodes pour la synthèse des filtres RIF. Donc, rappelez-vous que nous, on démarre d'un gabarit, d'un filtre analogique qu'on l'on va approcher. Ou tout ici, pour nous, pour le filtre RIF, ça peut être un filtre idéal qu'on va tracer H de F, par exemple, un passe-bas. Je reviens au passe-bas. Donc, je vais démarrer d'un filtre comme ça. Donc, ce sera ça mon filtre HF, H de F. Donc, à partir de ce filtre-là, j'ai deux façons de faire. Soit je vais prendre H de F et je vais calculer la TFD moins 1 et je vais récupérer donc H de N. C'est ce qu'on appelle la méthode des fenêtres. Après, on va voir pourquoi ça s'appelle la méthode des fenêtres. Soit je vais prendre H de F et je vais l'échantillonner. Donc, je vais récupérer H de K. Et à partir de ce H de K, c'est-à-dire, je vais faire la TFD cette fois-ci, la TFD moins 1, pour récupérer donc mon H de N. Donc, ici, les deux méthodes que l'on va voir nous, donc, c'est la première, donc, qui s'appelle la méthode des fenêtres. Donc, à partir de H de F, je vais faire la TFD-1 et je vais récupérer donc la réponse impulsionnelle. Ou bien, à partir de H de F, je vais échantillonner en fréquence, donc récupérer H de K. Et à partir de H de K, je vais faire la TFD-1 et récupérer aussi la réponse impulsionnelle. Alors, pourquoi je récupère la récompense impulsionnelle? N'oubliez pas que notre filtre est identifié grâce aux AI et BI. Et ici, je n'ai pas de AI, j'ai juste les BI, donc je vais pouvoir récupérer
mes fameux coefficients qui constituent la réponse impulsionnelle. Bien sûr qu'il y a d'autres méthodes, c'est des méthodes d'optimisation itérative où on va essayer donc récupérer des points du filtre et à partir de ces points-là, on va essayer par itération d'optimiser jusqu'à récupérer la vraie réponse du filtre. Bon, on ne va pas s'étendre sur ces méthodes-là. Nous, on va se concentrer sur ces deux méthodes-là. C'est l'objet donc de la vidéo suivante. Alors, on va commencer par la première méthode de synthèse des filtres RIF. Cette méthode est dite méthode des fenêtres. On verra tout à l'heure pourquoi elle s'appelle méthode des fenêtres. Donc, on rappelle qu'un filtre RIF, c'est un filtre dont l'entrée s'écrit exclusivement en fonction des sorties. Si j'applique la TZ des deux côtés, je récupère ma fonction de transfert H de Z. Pour un côté pratique, j'ai préféré écrire B de N au lieu d'écrire B de I pour avoir l'expression telle quelle de la TZ. Si je veux récupérer la réponse en fréquence, je vais remplacer juste Z par exponentielle de pi JF TE. Alors, ceci étant l'expression de la TFTD, donc à partir de la TFTD, en faisant la TFTD-1, je peux récupérer la réponse impulsionnelle. Alors, c'est vrai qu'elle a cette expression-là, mais pourquoi? Rappelez-vous que ça, c'est un signal qui est périodique. Donc, périodique de période FE. Si c'est un signal périodique de période FE, il peut se décomposer en série de Fourier. Et une série de Fourier nous permet d'écrire un signal comme étant la somme des éléments C1, somme des C1 exponentielle de pi j ft0, où chaque C1, c'est l'int1 sur t, l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2, x de t exponentielle moins de pi j ft0. C'est l'équivalent en fréquence, donc on va écrire 1 sur fe, l'intégrale de moins fe à fe sur 2 à fe sur 2 qui est la période du signal, h de f exponentielle de pi j fn te tf, c'est-à-dire je vais récupérer mon h de n, qui est l'équivalent, c'est-à-dire de mes bn. Donc ici, on a pris l'exemple d'un filtre passe-bas. Donc si c'est un filtre passe-bas, h de f va valoir 1 entre h de f va valoir 1 entre donc moins fc, fc. Donc je vais intégrer 1 entre moins fc, fc. Une exponentielle, l'exponentielle à f, quand vous allez l'intégrer, vous allez retrouver l'exponentielle, sauf que vous avez divisé par le a. Ici, notre a, c'est 2πj n te. Donc, c'est ça qui va constituer notre a. Donc, on va retrouver notre exponentielle ici, que l'on va donc calculer pour fc et moins fc. Donc, on va trouver 1 sur 2πjn exponentielle 2πj fc nte moins exponentielle moins 2πj fc nte, parce que te fois fe, ça va nous donner 1, puisque fe, c'est 1 sur te. Ensuite, en prenant cette expression, donc en récupérant le 2j, ça c'est l'expression de quelque chose qui est du genre exponentielle j phi moins exponentielle moins j phi sur 2j. Donc, il va me rester 1 sur pi n sinus 2pi fc nte. Cette expression, pour pouvoir l'écrire sous forme de sinus cardinal, il me manque fc et te, donc je vais multiplier, et 2 bien sûr, je vais multiplier par 2 fc et te en haut, 2 fc fois te en bas, je vais récupérer un sinus cardinal. Donc cette formule-là, d'abord, elle était prévisible. Nous, on sait que la tf d'une porte, c'est un sinus cardinal, donc la tf moins 1, d'une porte en fréquence, ce sera un sinus cardinal en temps. Donc rien d'étonnant à retrouver un sinus cardinal. Donc, pour tout filtre passe-pas, ce sera cette expression. Tout ce qui va changer, c'est fc et te. Donc, ma fréquence de coupure sera placée quelque part et ce signal-là aura été échantillonné à une certaine fréquence fe. Donc, en règle générale, au lieu de garder cette expression-là, qu'est-ce qu'on va préférer faire? On va préférer donc écrire. Donc, on va préférer écrire fc de façon normalisée, c'est-à-dire on va prendre notre fréquence de coupure et on va la diviser par fe sur 2. Donc, du coup, je vais avoir donc fc que je divise par fe sur 2, ça va me donner 2fc fois te, puisque fe c'est 1 sur te. Donc, c'est ce qu'on appelle la fréquence normalisée. Donc, chaque fois, on va remplacer 2fcte par fc. Nous, on avait trouvé cette expression. On avait trouvé 2fcte sinus cardinal 2fc nte. Donc, en remplaçant cette expression par fc, on se retrouve avec fc sinus cardinal nfc. Donc, pour un passe-bas, en fréquence normalisée, voici
Alors, il me fait des siennes. Donc, donc, je reprends. Pour un filtre passe-bas, donc on retrouve cette expression. Maintenant, si je veux un passe-haut, qu'est-ce qui va se passer? Alors, pour un passe-haut, et il fait des siennes, pas grave. Alors, pour un passe-haut, rappelez-vous qu'un point un passe-haut, si vous prenez ici un 1, c'est ce que j'ai en vert ici, si je mets un 1 ici, que je lui enlève cette partie, c'est-à-dire le passe-bas qui est en grenat, qu'est-ce qui va se passer? 1 moins 1 va me donner 0, et donc je vais me retrouver avec un passe-haut, c'est-à-dire qu'un passe-haut, c'est 1 moins un passe-bas. Ici, je fais la TFT des moins 1. La TFT de 1, c'est un Dirac. Et HB, on l'avait exprimé tantôt, c'était FC sinus cardinal NFC. Et bien, pour le passe-bas, je vais faire pareil, parce qu'un passe-bas, je le retrouve ici. Donc, c'est comme si, pour un passe-bande, je disais, je vais faire pareil. Je vais prendre un passe-bas comme si c'était un passe-bande, comme si c'était la soustraction de deux passe-bas. Le premier passe-bas, c'est la fréquence de coupure la plus grande, FC2. Si je lui enlève un deuxième passe-bas de fréquence plus petite, 1 moins 1, ça fait 0. Et ici, 1 moins 0, ça fait 1. Donc, il va me rester cette partie et celle-ci. Donc, je peux exprimer un passe-bande comme étant la soustraction de deux passe-bas. Et donc, en faisant la TFT des moins 1, je vais retrouver donc la réponse impulsionnelle qui va me donner donc la différence de deux sinus cardinaux. Le même travail que j'ai fait tout à l'heure pour le passe-haut, c'est-à-dire j'ai pris 1 moins un passe-haut, et bien je vais prendre pour le, je vais prendre pour le coupe-bande, comme pour moi, donc un coupe-bande, ce sera 1, 1, je vais prendre donc ici un 1, moins le passe-bande. Si je fais 1 moins cette partie-là, et bien je vais avoir l'inverse, c'est-à-dire je vais avoir quelque chose qui fait ça, qui descend, qui remonte et qui descend, tout comme je l'ai fait pour le passe-haut. Donc si c'est un coupe-bande, c'est 1 moins un passe-bande. La TFTD de 1, TFTD moins 1 de 1, c'est un Dirac, moins le passe-bande, donc je vais mettre moins FC2 sinus cardinal NFC2, plus, et puisque je vais mettre un moins ici, cette expression aura donc un plus. Donc, grâce à la TFTD moins 1, j'ai pu retrouver l'expression de la réponse impulsionnelle d'un passe-bas, d'un passe-haut, d'un passe-bande et d'un coupe-bande. Sauf que dans tous les cas, c'est un sinus cardinal. Et qui dit sinus cardinal, c'est un signal illimité qui converge vers moins l'infini et qui converge aussi vers plus l'infini. Donc, on va devoir le limiter. On va devoir limiter le nombre d'échantillons à 1. C'est-à-dire qu'on va prendre un certain nombre d'échantillons. Bien sûr qu'on va les prendre symétriques. Pourquoi symétriques? C'est pour avoir notre fameux retard de groupe constant. Ici, on a pris N, 17 éléments. Ici, j'en ai pris 37. Et ici, j'en ai pris 57. Donc, nous, quand on limite, nous, on n'a pas multiplié par une porte. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on a limité à n. Donc, c'est comme si on avait multiplié par une porte. Et si c'est une porte multipliée ici en temps par une porte, ça veut dire qu'au niveau des fréquences, on va voir ce qui se passe pour la réponse en fréquence. En réponse, ça veut dire qu'on convolue avec un sinus cardinal. Et on avait vu le cours de la fois passée que ça générait des ondulations, que ces ondulations étaient très accentuées au niveau de la discontinuité. C'est ce qu'on appelle l'effet de Gibbs. Bien sûr, comme le pas en fréquence c'est Fe sur n, plus n est grand, plus Fe sur n est petit. Or, là, on sait que la résolution fréquentielle d'une porte, c'est 2Fe sur n. Donc, plus n sera grand, plus cette porte sera étroite. Donc, n'empêche que dans tous les cas, alors ici on a pris, regardez, pour n égale à 17, on a de très fortes ondulations et une zone de transition assez large. N'oubliez pas que nous, on veut un filtre passe-bas, c'est-à-dire quelque chose qui fasse ça, qui soit raide ici, ensuite un gain unitaire, ensuite ça redescend. Donc plus on va augmenter n, plus vous remarquez, regardez le trait qui est en orange, la zone de transition est grande, celui qui est vert, la zone de transition est encore plus petite. Mais dans tous les cas, la plus grande, c'est celle qui est en bleu. C'est normal, elle correspond à n qui vaut 17. Donc Fe, si plus n est petit, plus Fe sur n est grand. Et plus Fe sur n est grand, plus la zone de transition est grande. Donc, quelle est la solution pour enlever les ondulations? On la connaît, c'est ce qu'on avait fait quand on faisait la TFDD. Pour trouver la TF d'un signal, on avait vu qu'on avait donc le pic principal, mais on avait des lobes secondaires, parce qu'on avait limité le signal, quand on avait fait la TFD d'un signal infini. Donc, qu'est-ce qu'on avait eu recours à quoi? On avait eu recours aux fenêtres, d'où le nom de la méthode
des fenêtres. Et si vous le rappelez bien, les fenêtres, elles nous faisaient quoi? Les fenêtres avec les fenêtres, on arrivait à enlever le lobe secondaire, mais il y avait en contrepartie le lobe secondaire qui devenait plus grand. Ici, la rectangulaire, c'est 2 FE sur n, Haning, triangulaire, c'est 4 FE sur n. Or, ce pic-là, c'est dû au fait à la largeur de la fenêtre. Donc maintenant, ce pic-là qui est en train de descendre, plus donc votre fenêtre va grande, plus le sinus cardinal qui est en train de descendre aura un lobe très grand. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va gagner, on va enlever les lobes secondaires, les lobes secondaires, mais on va perdre puisque la zone de transition va devenir plus large. Alors dans tous les cas, rappelez-vous que cette réponse-là, quand vous allez tracer votre sinus cardinal, là, il est centré en 0. Or, nous, on veut un signal causal. Donc, il ne faudra pas oublier, une fois que vous l'avez limité à n, de le décaler de n sur 2 pour faire, bien sûr, une réponse causale. Regardez votre sinus cardinal ici. Il a été, puisque c'était pour 17, il a été décalé de 8 pour avoir une réponse qui démarre à 0. Notre sinus cardinal n'est pas centré en 0. Donc, maintenant, revenons à cette histoire de fenêtre. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a employé une autre fenêtre. En l'occurrence, ici, c'est la fenêtre de Haning. Donc, si vous regardez ici, pour une fenêtre rectangulaire de 51, c'est le trait bleu continu. On a des ondulations, mais une zone de transition, une coupure assez raide, mais des lobes secondaires. Alors que pour la fenêtre de Haning, plus de lobes, très peu ici, mais une zone de transition beaucoup plus grande. Alors maintenant, ça dépend de l'application que vous souhaitez faire, parce que vous synthétisez un filtre, c'est parce que vous voulez filtrer quelque chose. Donc, vous avez une application donnée en tête. Si c'est par exemple une application audio, il n'est pas sûr que ce filtre-là, en bleu, puisse être intéressant, parce que ça veut dire ici, dans la bande passante, je vais avoir des fréquences qui auront une plus grande amplitude que d'autres. Mais donc, si vous utilisez ce filtre qui est en rouge, qui vous donne un gain pratiquement unitaire, vous avez une zone de transition plus grande. C'est-à-dire qu'il y a certaines fréquences qui vont quand même un petit peu passer avec des amplitudes de plus en plus petites. Ce qui n'est pas souhaitable, parce que nous, on voit un truc comme ça, qui descend tout droit, raide. Si elle s'y passe, les autres ne passent pas. Remarquez ici que pour la fenêtre rectangulaire, on a pris donc n égale à 91, c'est vrai. Avec les pointillés, on a une zone de transition encore beaucoup plus petite. Regardez, elle descend ici, mais il y a toujours des lobes secondaires. Même quand vous augmentez n, vos lobes secondaires restent à peu près de l'ordre de 9%, c'est-à-dire vous avez à peu près 1,09. Donc, et puis, c'est pas intéressant d'augmenter n. Si vous augmentez n, ça veut dire que vous avez augmenté l'ordre du filtre. Donc, c'est le nombre de BI. Donc, c'est le nombre de multiplication et d'addition qui va faire qu'ils seront plus importants. Et donc, vous allez perdre en temps d'exécution. Donc, en règle générale, comment on va faire? Le gabarit d'un filtre, il est donné comme ça. On vous dit si c'est un passe bas, un passe haut. Bien sûr, on va vous donner ses fréquences de coupure et on va vous dire quelle atténuation on veut en bande atténuée, c'est-à-dire on parle de cette atténuation. Donc, la première chose, il faudra donc choisir la bonne fenêtre. Pour choisir la bonne fenêtre, il faudra donc venir ici, regarder quelles sont l'atténuation désirée. Donc, vous voyez ici, vous avez l'atténuation est assez faible. Ici, pour la fenêtre de Hamming, l'atténuation est importante. Donc, première chose, vous allez choisir, suivant le gabarit, les spécifications de votre filtre. Donc, on vous donnera toujours on vous dit il faut un minimum de temps. Donc, on va vous dire, par exemple, si on vous dit un minimum de 40, vous serez obligé de prendre cette fenêtre. Si on vous dit, par exemple, je veux un minimum de 70, vous prendrez la fenêtre de Blackman. Une fois que vous avez choisi votre fenêtre, il faudra calculer le n en conséquence. On a vu que la zone de transition, elle était en fonction de FE sur n. Donc, FE, vous l'avez. La fenêtre, vous l'avez, et votre FE sur n, il change pour chaque fenêtre. Donc, vous avez l'expression. Alors, tout à l'heure, vous avez remarqué, on avait normalisé la fréquence FC. Delta F aussi, il faudra la normaliser. Il faudra prendre delta F et diviser par FE sur 2. Si je dis diviser par FE sur 2, ça revient à diviser par FE et multiplier par 2. Donc, étape 1, trouver la bonne fenêtre. Étape 2, suivant donc l'atténuation, c'est ce que je disais, trouver la bonne fenêtre. Étape 3, calculer le bon n. Plus vous augmentez n, plus delta f sera petit. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre un exemple concret maintenant. Donc, on veut synthétiser un filtre passe-bas dans la fréquence de coupure FC et FE sur 10 avec une zone de transition qui soit FE sur 4 et une ondulation en bande atténuée qui soit plus grande que 50 dB. Donc, étape 1, normaliser les fréquences. J'en ai combien les fréquences? J'en ai deux, j'ai FC et j'ai delta F. Donc, je vais prendre FC, je vais le diviser par FE sur 2. 1 sur, donc FC, c'est 1 sur 10 que je divise par
FE sur 2, ça va me donner 0,2. Je vais prendre delta F aussi, que je vais diviser par FE sur 2. Delta F ici, elle vaut FE sur 5. FE sur 5, je divise par FE sur 2. Ça va me donner 0,4. Deuxième chose à faire, suite à cela, donc je vais pouvoir écrire mon filtre. Rappelez-vous, c'est un filtre passe-bas, donc c'est directement FC sinus cardinal NFC. Sauf que je vais remplacer FC par la valeur que je viens de calculer, donc normalisée. Je n'ai pas remplacé par FE sur 10, j'ai remplacé FC par 0,2. Deuxième étape, trouver la bonne fenêtre. Remarquez que ces deux étapes-là sont indépendantes l'une de l'autre. Donc, vous pouvez commencer par choisir la fenêtre, ensuite normaliser la fréquence, ça ne pose aucun problème. Pour choisir la bonne fenêtre, je suis obligée de me retourner vers le tableau. De toute façon, ce tableau sera donné en examen ou interro. Donc, je regarde que je veux une ondulation en bande adénue supérieure à 50 dB. Qui peut me faire ça? Deux fenêtres, celle-ci et celle-là. Je prends laquelle? Je prends celle qui m'exige le plus petit nombre de n. Donc, forcément, je vais prendre celle-là. Puisqu'ici, j'ai delta F qui vaut 6,6 sur n et ici 11 sur n. Comme le n est sur le dénominateur, vous aurez un n plus grand si vous le prenez ici. Donc, j'ai choisi ma fenêtre. C'est la fenêtre de Hamming. Donc, j'ai trouvé l'expression de ma fenêtre que je vais donc pouvoir remplacer directement ici. Donc, ça, c'est h de n. Vous aurez toujours h de n fois Wn, sauf que ici, il faut écrire le bon chiffre. Et le bon chiffre ici, c'est n-1. Celui-là, comment qu'on va le calculer? Une fois que j'ai choisi ma fenêtre, grâce à delta F, ici, delta F vaut 0,4. Donc, je vais écrire que n, ce sera 6,6 sur delta F. Donc, 6,6 que je divise par 0,4, ça va me donner 16,5. Et là, 16,5, on prend le plus proche nombre, mais en supérieur. Ici, ça vaut 17. On verra tout à l'heure que nous, on travaille avec les filtres de type 1. Et les filtres de type 1, ce sont des filtres qui sont donc symétriques et qui sont impairs. Donc, même si vous aviez trouvé 15,2 ou 15,3, vous auriez quand même pris 17. Bien sûr, je vais faire ce calcul-là pour toutes les valeurs de n, sachant qu'on a trouvé n qui vaut 17, sachant que donc c'est un sinus cardinal, donc de part et d'autre. Donc c'est impair, donc le haut centre au 0, vous aurez le maximum du sinus cardinal, de part et d'autre. Ici, vous aurez moins 8, et de ce côté-ci, vous aurez 8. Moins 8 plus 8, ça fait 16, plus la valeur du 0, vous aurez donc 17 valeurs. Bien sûr que ce sinus cardinal étant centré en 0, il faut rendre la réponse causale. Donc, pour rendre la réponse causale, il ne faudra pas oublier de décaler tous les indices de h' de n de 8. Donc, on regarde ce que ça nous a donné en termes de réponse impulsionnelle, de tracé de pôle et 0 et de réponse en fréquence. D'abord, la première chose ici, on a tracé h de n. Lorsque vous le multipliez, alors regardez ici h de n, c'est ce qui est en rouge, et on va le multiplier donc par un cosinus. Un cosinus, il a une forme comme ça, donc il aura tendance à baisser les valeurs. Donc on va retrouver ce qui est en bleu ici. Par la suite, on a tracé la réponse en fréquence, donc voilà le filtre idéal. Là, je voulais, donc un filtre, pardon. Alors, le filtre idéal, il est là. C'est ce que vous avez ici en rouge. Donc là, j'ai pris une fréquence d'échantillonnage de 4000, d'accord? J'ai pris FE égale 4000 et j'ai tracé ça avec MATLAB. Donc, j'ai superposé sur le tracé la réponse en fréquence pour une fenêtre rectangulaire. Vous voyez qu'il y a des ondulations parce que vous avez les lobes secondaires. Mais avec la fenêtre de Hamming, donc je n'ai plus ces ondulations, mais j'ai une zone de transition beaucoup plus grande et les ondulations sont vraiment petites. Bien, ici, on a tracé donc, donné le tracé des pôles et des zéros. Rappelez-vous, c'est un filtre RIF. Filtre RIF, donc tous les pôles sont en zéro. Effectivement, comme ici j'avais, regardez, ici ça fait 15 jusqu'à 16, j'avais n qui vaut 17, on a trouvé n qui vaut 17, en comptant de 0 jusqu'à 16, ça fait 17 coefficients. Remarquez bien qu'ils sont symétriques. Et vous avez exactement le même à partir de ici. Donc du 8e, c'est le 9e élément, vous avez autant d'éléments à droite et à gauche. C'est ce qui m'assure un retard de groupe constant. Regardez maintenant la répartition des zéros. Alors cette répartition des zéros, elle a été tracée pour la fenêtre de Hamming. La fenêtre de Hamming, vous avez une ondulation ici, un 0 là, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 0. Ici, ça commence là. Donc ce premier 0 que vous avez ici,
Donc, ce 0-là, c'est ce qui correspond à le 0 plutôt, il y a un 0 à peu près ici, qui va correspondre à ça. Le prochain qu'il y a, on ne les voit pas ici, il faudrait zoomer, qui correspond à celui-là, ainsi de suite. Remarquez juste, là, il y a une répartition des zéros autour de 1. C'est ce qui permet de maintenir un petit plateau. Parce que rappelez-vous que les filtres RIF n'ont pas de pôle hors zéro. Donc, c'est difficile d'établir un maximum avec un truc comme ça constant. Donc, assez souvent, vous trouverez des zéros de part et d'autre. C'est ce qui permet de maintenir un plateau. Alors, ceci étant dit, donc je l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai parlé de filtres du type 1. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de filtre de type 1? Alors, cette histoire de filtre et de type de filtre, qu'est-ce que c'est? En fait, pour s'assurer un retard de groupe constant, qu'est-ce qui va se passer? Donc, dans ces 4 cas, vous avez un retard de groupe constant. Pourquoi? Parce qu'il faut que la réponse soit symétrique. Donc, c'est soit les éléments sont positifs et ça va vous donner donc quelque chose qui est symétrique, qui est positif, va vous donner un cosinus, soit c'est antisymétrique et quand vous avez plus, moins, vous allez avoir un sinus. On va prendre, pour être un peu plus clair, on va prendre le premier cas, un filtre du type 1. Donc, c'est un filtre qui est comment? C'est un filtre donc, qui serait symétrique, mais dans le n, le nombre de coefficients donc, de la réponse impulsionnelle serait impair. Remarquez ici, donc vous avez de part et d'autre le même nombre. Donc, je ne sais pas, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 à droite, 7 à gauche avec un élément central. Donc, c'est ce qu'on appelle le filtre de type 1. Alors, ce filtre-là, il vous permet de générer tous les filtres que vous souhaitez faire. Il ne pose aucune restriction. Donc, si je prends l'expression de H de B, donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais écrire le premier élément B0. Si je mets 1 égale 1, ça fait exponentielle moins 2 pi j FTE. Si je prends B2, exponentielle moins 4 pi j FTE. Mais rappelez-vous, c'est un filtre symétrique, c'est-à-dire si j'écris B0, B1, B2, B3, ben, je vais écrire aussi de l'autre côté, B0, B1, B2, parce que c'est exactement ici les mêmes coefficients. C'est ce qui fait la symétrie. Et c'est ce qui me permet maintenant donc d'écrire un cosinus. Je prends l'élément central qui est celui-ci, exponentielle moins 2 pi j Fn moins 1 sur 2, puisque c'est impair. Donc, je vais le sortir ici. Ça va me donner B0, cosinus, parce que je vais rassembler ce B0 avec celui-là. Ça va me donner un cosinus. B1 avec l'autre B1, ça va me donner un cosinus. Ça me donne l'expression qui suit. Ça, donc, c'est pour le filtre du type 1. Il ne pose aucune restriction, mais vous allez voir qu'avec le type 2, ben, je vais avoir certains petits soucis. Alors, lesquels? Si vous remarquez la différence entre celui-ci et celui-ci, c'est que le n est pair. Parce que, après tout, je me pose la question, pourquoi suis-je obligé de prendre un pair? Pourquoi faudrait-il que mon filtre ce soit 17, mais pas 16? 17, mais pas 18. Alors la réponse, elle est dans ce qui suit. Donc, si mon filtre il est symétrique, ça veut dire que c'est pair. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va développer notre expression, comme tout à l'heure, pareil, sauf que cette fois-ci, l'élément central, ben, je n'ai plus d'élément central, donc ce sera la moitié des coefficients que je vais sortir ici. Si vous remarquez là, l'expression va changer. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en écrivant cette réponse-là, vous allez remarquer qu'on va obtenir un cosinus, sauf que le cosinus qui va y avoir là, il va s'annuler à tout moment et j'aurai une somme de 0. Et cette somme de 0 va avoir lieu lorsque f vaut fe sur 2. Lorsque vous allez remplacer f par fe sur 2, ben, tous ces cosinus vont être nuls. Pour être plus explicite, vous pouvez remplacer, vous pouvez le vérifier, mais on va prendre directement un exemple. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un filtre avec n pair, qui dit pair, donc dit 4 coefficients, B0, B1, B2, B3. Mais n'oubliez pas, il est symétrique, donc il faut que B1 soit B, il faudrait que B2 soit égal à B1, il faut que B3 soit égal à B0. C'est ça la symétrie. Donc, de cette expression-là, qu'est-ce que j'ai? Donc, je vais sortir l'élément milieu. Tout à l'heure, avec le filtre impair qui était là, l'élément milieu existait. Je n'ai pas d'élément milieu ici. Donc, il faut que je regarde ce qu'il y a écrit là, que je prenne la moitié. C'est-à-dire l'élément milieu, ici c'est moins 2 πj, ici c'est moins 4 πj. Donc, si je somme les deux, que je divise par 2, c'est pour ça que je dis milieu, moins 2 πj plus moins 4 πj, ça fait moins 6 πj. Je divise par 2, ça fait moins 3 πj. Donc, je mets exponentielle moins 3 πj FTE en facteur. Ça me permet de retrouver cette expression-là. Ensuite, grâce à ça, regardez, c'est 3, moins 3, 1, moins 1. Je vais pouvoir développer cosinus ici et je vais mettre un cosinus pi FTE là.
Bien sûr, pourquoi j'ai mis cosinus? Parce que ça vous divisez par 2, vous multipliez par 2. En divisant par 2, vous avez cosinus. Et le 2 par lequel vous me avez multiplié, on le retrouve ici. Maintenant, remarquez ce qui se passe. Lorsque vous allez remplacer f par fe sur 2, eh bien, ici, je vais avoir 3pi fe sur 2 sur te. Fe et te se simplifient. Je me retrouve à cosinus 3pi sur 2. Et ici, pi fe sur 2 fois te. Fe sur 2 fois te. Donc, fe et te se simplifient. Il me reste pi sur 2. Mais cos pi sur 2 sur mon cercle trigonométrique, cos pi sur 2, je me retrouve 0. Et cos 3pi sur 2, c'est comme si c'était, sur mon cercle trigonométrique, c'est cosinus moins pi sur 2. Et ça aussi, ça me donne 0. Oui, mais si mon filtre vaut 0 pour fe sur 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas en faire un passe-haut. Parce qu'un passe-haut, c'est un filtre qui donc annule les basses fréquences et qui en haute fréquence va les laisser passer. Or, celui-là, à fe sur 2, il vaut 0. Je peux l'utiliser pour un passe-bas, mais je ne pourrais pas l'utiliser pour un passe-haut. Voici une première explication pourquoi on préfère utiliser le type 1. Maintenant, sauf si vous avez l'intention d'utiliser un passe-bas, ben vous allez employer ce filtre, vous allez gagner, vous allez enlever au moins un coefficient parce que vous pouvez utiliser un filtre qui est pair. N'oubliez pas qu'on cherche à gagner quand même du temps. Alors, ben c'est la même chose pour les autres filtres. Alors, les autres filtres, c'est comment? Le type 3, c'est quoi? Eh bien, vous avez une valeur en haut, une valeur en bas, une valeur en haut, une valeur en bas, une valeur en haut, une valeur en bas. Donc, c'est le cas impair parce que vous avez un 0 au milieu. Donc, votre filtre il s'écrit comment? B0 moins B1 exponentielle moins 2πj FTE plus B2 exponentielle moins 4πj moins plus moins avec un 0 au milieu. Mais bien sûr, de l'autre côté, donc quand je vais passer par le 0, ici, si vous regardez ici, si c'était en moins, ça va devenir plus. Donc ici, B1, c'était un moins. Donc ça va devenir plus. Et B0, c'était donc un plus, donc ça va devenir moins. De la même façon que ce que j'ai fait tout à l'heure, je vais pouvoir donc sortir l'élément milieu ici. Donc, ce sera exponentielle moins 2πjfn moins 1 te. Vous pouvez développer l'expression pour voir. Je n'ai pas tout écrit jusqu'au bout parce que je vais voir plus facilement à travers l'exemple. Mais vous remarquez déjà une première chose. Ben, ce filtre où il y a, c'est une somme de sinus. Que ce soit le filtre de type 3 ou bien le filtre de type 4, ben, c'est une somme de sinus. Et lorsque je vais remplacer f par 0, sinus de 0 plus sinus de 0 plus sinus de 0, ben ça va me donner un 0. Or, si ça me donne un 0 en 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce filtre doit commencer en 0. S'il doit commencer en 0, ben je ne vais pas pouvoir en faire un passe-bas. Parce qu'un passe-bas, il laisse passer les basses fréquences, dont notamment 0. Eh ben, ça me pose problème. Alors, il n'y a pas qu'en 0 où ça va coincer. Alors, regardez, j'ai pris donc toujours un filtre symétrique, un filtre antisymétrique, mais impair. Si j'ai dit impair, donc je dois avoir un nombre de coefficients impairs. Regardez, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5. Ici, parce qu'on passe par 0. Donc, ça veut dire que je vais écrire B1 exponentielle moins 2πj FTE. Ensuite, celui-là, c'est 0 fois exponentielle moins 4πj FTE, plus ici B1 moins 6πj FTE, moins 8πj, parce que c'est celui-là qui correspond à moins 4πj. C'est celui-là l'élément milieu, donc je vais sortir celui qui correspond à exponentielle moins 4πj FTE. Je sors ça en facteur, ça me donne cette expression. De la même façon, rappelez-vous, on sort celui du milieu pour avoir soit des cos, soit des sinus. Mais comme ici, c'est antisymétrique, donc ici, j'ai 4πj, mais ici, j'ai moins 4πj. Donc, je vais pouvoir sortir un sinus. Ici, j'ai moins, ici plus, je vais donc en faire un sinus. Mais comme on a divisé par 2j, multiplié par 2j, on retrouve ici un 2j. Et on va remplacer h de f par fe sur 2. Et remarquez, si je remplace f par fe sur 2, ici, qu'est-ce qui va se passer? Fe sur 2 fois te, FETE se simplifie, il me reste le 2, ça me fait 4pi sur 2, ça me fait 2pi. Et ici, 2pi sur 2, ça va me faire pi. Et alors, sinus pi ou sinus de pi, ben, je suis en train de tomber où? Je suis en train de tomber là où le sinus s'annule. Sinus s'annule en pi égale en sinus, le sinus s'annule à kpi. Donc, ça veut dire que ce filtre-là, antisymétrique, alors non seulement parce que c'est une somme de sinus, je ne vais pas pouvoir l'utiliser pour en faire un passe-bas, et non plus, je ne pourrais pas l'utiliser pour en faire un passe-haut, puisqu'il s'annule pour FE sur 2. Donc, c'est un filtre, dans tous les cas, qui va commencer en 0, qui monte, et qui va retomber vers 0. Donc, tout ce que je peux en faire, c'est un passe-bande.
Il nous reste le quatrième filtre. Alors, ce quatrième filtre-là, c'est la même réponse, sauf que cette fois-ci, n est pair. Vous n'avez pas ce fameux élément en 0. Toujours, c'est une somme de sinus, mais cette fois-ci, ça ne pose plus de problème pour FE sur 2, donc je ne peux pas en faire un passe-bas. Voilà, donc pour résumer, le premier filtre, je peux en faire ce que je veux. Le deuxième filtre, il a un 0 en moins 1, donc vous ne pourrez pas en faire un passe-haut. Le troisième filtre, problématique, il a un 0 en moins 1 qui correspond à FE sur 2, un 0 aussi en 1 qui correspond à 0. Donc, pour f égale à 0, j'ai un 0 en 1. Pour f qui vaut FE sur 2, j'ai un 0 en moins 1. Donc, vous pouvez en faire qu'un passe-bande. Et vous avez le quatrième type de filtre qui s'annule aussi, c'est des sinus. Donc, pour f égale à 0, il vaut 0. Vous ne pourrez pas en faire un passe-bande. Voilà, ça clôt ce que je voulais vous dire par rapport aux 4 types de filtres pour que vous sachiez pourquoi. Donc, on va, pour le reste des exercices, se restreindre au premier cas. Donc, j'ai résumé les autres cas. Ici, vous pouvez en faire la lecture si vous souhaitez. Donc, à la suite du prochain cours, on verra une autre technique qui s'appelle la technique de l'échantillonnage fréquentiel. Alors, nous allons voir maintenant la deuxième méthode qui nous permet de synthétiser des filtres RIF. Cette méthode est dite méthode de l'échantillonnage. En fait, on va démarrer de la même réponse fréquentielle en continu, sauf que cette fois-ci, de cette réponse-là, on va prendre des échantillons. Donc, on va passer de H de F à H de K, et grâce à la transformée en Fourier discrète, moins 1, on va retrouver H de N. Donc, on applique la TFT moins 1. Donc, rappelons que on considère toujours un cas impair. Donc, en prenant H de K en prenant des valeurs F qui vaut K sur N, en prenant des échantillons de F, on se retrouve donc avec une expression discrète. Si on se restreint comme tout à l'heure au filtre du type 1, c'est-à-dire que lorsque N est impair, donc nous aurons des éléments de moins N-1 sur 2 à N sur 2 moins 1, ce qui nous fera au total N éléments, parce que nous allons passer par 0. Donc, rappelons l'expression de la TFT-1. La TFT-1, c'est exactement la même expression que la TFT, sauf que l'on fait la sommation sur HK, et qu'ici on retrouve un signe positif, et n'oublie pas de diviser par N, et bien sûr, on somme sur une période. Bien, en faisant ceci, on va se retrouver avec quoi? En réalité, en remplaçant par H de K, rappelons que notre filtre tel qu'il est symétrique. Donc, nous, quand on va sommer les exponentielles de pi j kn, on va se retrouver donc avec exponentielle de pi j kn qui serait positif pour un n positif, et puis avec exponentielle de pi j kn, mais avec un n négatif. En sommant les exponentielles, qu'est-ce qui va se passer? Rappelons que le cosinus est pair, donc exponentielle cos moins x c'est cos x, et que le sinus est impair. Donc, lorsque je vais écrire sinus x, ça vaut moins sinus moins x. Du coup, ça va se simplifier. Il ne va me rester que les expressions, parce que h de k est le même. Rappelez-vous que nous allons avoir pour chaque filtre l'équivalent, parce que c'est un signal réel, la fonction est paire. Donc, de ce côté-ci, j'aurai la symétrie qui fera donc que les sinus vont disparaître. Il ne va rester que les cosinus. En sommant exponentielle j plus exponentielle j moins j, je vais retrouver deux cosinus, ce qui va me donner donc 2h de k cosinus de pi sur n. Donc, je vais sommer toutes les exponentielles chacune avec sa contrepartie de l'autre côté. Et bien sûr, il va me rester l'élément milieu h0 si c'est un filtre passe-bas. Bien sûr, si c'est un filtre passe-haut, je n'aurai pas cet élément h0. Le 1 sur n vient de l'expression. Donc, en règle générale, c'est l'expression qu'on aura. Sauf que cette somme que l'on va appliquer, en fait, on va sommer les éléments, bien sûr, qui seront non nuls. Donc, ici, cette sommation, par exemple, elle va se faire de 1 jusqu'à 3. De toute façon, on peut la garder telle quelle puisque les autres éléments sont à 0. Donc, je peux la garder jusqu'à n-1-2, puisque là où il y aura 0, ça donnera aussi 0. Alors, l'avantage de cette méthode de synthétiser des filtres RF, c'est que je peux synthétiser toute forme de filtre, c'est-à-dire, je ne suis pas restreinte par le passe-bas, le passe-haut, le passe-bande et le coupe-bande.
Pourquoi? Parce que je ne démarre pas d'une forme continue et puis j'intègre, qui fait que je suis obligée de connaître h de f. Rappelez-vous, pour appliquer la méthode des fenêtres, on devait intégrer h de f. Donc h de f était supposé avoir une forme connue. Ici, non, je ne suis pas obligée. Je pourrais par exemple avoir un filtre qui va valoir 1 ici, qui vaudrait 2 par la suite, puis qui va valoir 3, puis après 0,5. Donc, je ne suis pas restreinte aux 4 types de filtres fondamentaux. La deuxième chose, qui est un inconvénient cette fois-ci, c'est qu'en dehors des points, ici, entre les points, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, je ne maîtrise pas ma réponse fréquentielle entre les points. Et on sait ce qui va se passer entre les points, on va avoir des ondulations, puisqu'on limite la réponse impulsionnelle pour la rendre causale. Rappelez-vous ici, cosinus est infini. Vous allez le calculer donc de 0 jusqu'à n parce que justement il est périodique, mais à la base il est infini. Donc il va être limité parce qu'on a échantillonné, donc il se retrouve périodique sur période n, mais à la base un cosinus va de moins l'infini à plus l'infini. Donc on va retrouver, sachant que la réponse est inconnue entre les points, on va retrouver des ondulations entre les points. Alors pour un peu plus de clarté, on va reprendre le même exemple qu'on avait vu avec la méthode des fenêtres. Donc on souhaite synthétiser un filtre passe-bas idéal. Dans la fréquence de coupure serait FE sur 10. Dans la zone de transition, on la souhaite plus petite que FE sur 16. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer n. Pour que ma zone de transition soit plus petite que 16, je prends le plus grand élément impair. Donc, je vais prendre delta f, n égale à 17. Je ne vais pas prendre 15 parce que si je prends 15, FE sur 15 est plus grand que FE sur 16. Moi, je souhaite que la zone de transition soit plus petite que FE sur 16. En ayant trouvé n, qu'est-ce qui va se passer? Remarquez qu'avec cette méthode-là, je n'ai pas besoin de normaliser. Je peux travailler avec des fréquences normalisées. Rappelons que la fréquence normalisée, ça veut dire que je dois prendre toutes les fréquences, les diviser par FE sur 2. Là, je ne suis pas obligée de le faire. Je peux le faire et je peux ne pas le faire. De toute façon, ça me donnera les mêmes calculs. Rappelez-vous que lorsqu'on utilise la TFD, la TFD-1, il n'y a plus la notion de TE. Mes éléments sont en fonction de N et K. Donc ici, comme on ne m'a pas précisé FE, je le prends comme si c'était 1. Donc delta F, je prends 1. Delta F, donc je vais calculer FC, donc ça me fait 1 sur 10, ce qui veut dire que 1 sur 10, ça fait 0,1. Rappelez-vous que c'est un passe-bas. Donc il faudrait que je fasse quoi? Il faudrait que je place D1. Alors D1 espacé de combien? De delta F. Je vais placer D1 avant la 0,1 et puis après 0,1, je vais placer des 0. Il faudrait que tout le total, j'ai en tout 17 points. Donc qu'est-ce qui va se passer? Pour delta F, j'ai 0,05. Si je fais 2 delta F, donc le premier point, c'est celui-ci qui correspond à 0,05. Maintenant, si je fais 2 delta F, je vais me retrouver avec quelque chose de plus grand que 0,1. Donc forcément, les éléments qui vont venir après seront nuls. Mais combien je vais en prendre? Il faudrait que je prenne, comme n est égal à 17, il faut que j'en ai 8 de ce côté-ci, 8 de ce côté-là, plus l'élément ici qui correspond à h de 0. Ici, c'est un passe-bas, donc il faut 1. Donc je vais me retrouver, si je compte mes éléments, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à droite et 8 à gauche, plus ici, donc l'élément du milieu, ce qui va me donner 17. Maintenant, je vais retrouver ma fameuse expression. Donc ici, on vient de voir que H0 vaut H de moins 1, vaut H de 1, vaut 1, et tous les autres éléments sont à 0. Donc, je vais prendre mon expression de la TFD-1. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais donc la développer. Cette fois-ci, vous allez voir pourquoi j'ai un cosinus. Donc, puisque c'est h de 0, h de moins 1 et h de 1 qui valent 1. Donc, tout le reste vaut 0. Donc, je vais me retrouver, donc, je vais prendre K. Pour K qui vaut donc 0, je me retrouve avec 1. K qui vaut 1. Rappelez-vous qu'N, c'est 17. Lorsque K vaut 1, je vais retrouver exponentielle moins 2 pi j n fois 1 sur 17. Puis, lorsque K vaut moins 1, plus exponentielle 2 pi j n sur 17. Bien sûr, maintenant, si vous sommez ces deux éléments, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez donc 2 cosinus. Donc voilà, on a trouvé très rapidement l'expression de mon filtre. Maintenant, on va voir
Bien sûr, n'oubliez pas que cette expression, nous allons la calculer, la réponse impulsionnelle. Lorsque vous faites une TFD sur un point ou une TFD moins 1 sur un point, vous retrouvez le même nombre de points. C'est-à-dire que H de n la réponse impulsionnelle, elle compte 17 points, ce qui veut dire que mon filtre compte 17 coefficients. Ces coefficients-là vont de moins 8 à moins 8. Je vais remplacer donc n de moins 8 à moins 8. Il me reste bien sûr, il faut rendre la réponse causale. Donc ma réponse impulsionnelle, je vais la dessiner de 0 à 16. Alors, c'est ce que je disais donc pour la rendre causale. Alors, on va voir ce qui va se passer. Donc, voilà la réponse impulsionnelle qu'on a obtenue. Ça aussi, c'était prévisible. Ceci est la TFTD-1 d'une porte. Et la TFTD-1 d'une porte, ça reste un sinus cardinal. Sauf que ce sinus cardinal a été limité à 17 points. J'ai le point milieu. Si je compte, ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. De part et d'autre, ce qui me fait 17 éléments. Je fais mon tracé des pôles et des zéros. Bien sûr que c'est un filtre RIF, donc tous les pôles sont en 0. Je retrouve 16 pôles en 0. Je retrouve donc ici de 0 de part et d'autre du point 1. Rappelez-vous ce qu'on avait dit pour la cellule Pastou. Alors la cellule Pastou, elle était comment? Je retrouvais ici 1 et c'était 1 sur 1. C'est un petit peu, ce n'est pas exactement les mêmes valeurs, mais c'est un petit peu ce que j'ai. C'est ce qui fait que ce qui va maintenir une petite réponse ici, une petite réponse, donc plus ou moins, une réponse plus ou moins plate, puisque si c'est, rappelez-vous, une cellule Pastou, on retrouvait donc quelque chose de plat, un gain autour de 1. Par la suite, donc le premier 0, c'est celui-ci. Si je compte le nombre des zéros, j'en ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je devrais trouver donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zéros. Et rappelez-vous, quand on s'approche d'un zéro, donc c'était un minimum, puisqu'il est sur l'axe du cercle, quand on s'éloigne, ça remonte un petit peu, ça redescend, ça remonte, ça remonte, ça redescend, je remonte et je redescends. On a tracé ici pour voir la différence. Donc on a mis le filtre, la synthèse la réponse fréquentielle qu'on avait obtenue avec la méthode des fenêtres. Donc celle-ci est en pointillé. Vous remarquerez qu'ici j'ai des ondulations et une zone de transition un peu plus raide. Donc la courbure est plus raide, c'est plus intéressant. Mais rappelez-vous, c'est toujours une histoire de compromis à faire. Donc si ici ma zone de courbure est plus raide, mais j'ai une ondulation. Et maintenant, rappelez-vous ce qu'on avait dit. Donc normalement, je suis censée obtenir ça. J'ai exactement ça. Parce que si vous remarquez bien, maintenant, ça, c'est h de 0, ça vaut 1. À h de 1, ça vaut 1. Et puis, ça, les prochains points, c'est h2, h3, h4 jusqu'à h8 qui valent 0. Donc, on avait dit que avec la méthode de l'échantillonnage fréquentiel, on arrivait à retrouver donc au point desquels j'avais démarré la réponse en fréquence, eh bien, je retrouve bien la forme que j'ai prise, sauf qu'entre les points, je ne contrôle pas ce qui se passe, et bien sûr, entre les points, c'est ce que j'ai ici, je me retrouve avec des ondulations. Alors, avec cette méthode-là, on peut aussi utiliser le fenêtrage. Si j'ai des ondulations, on sait que grâce au fenêtrage, on va pouvoir atténuer ces ondulations, mais bien sûr, ceci va se faire au détriment de la zone de transition, puisque les fenêtres, ces fenêtres-là, ont des lobes principaux qui ont une taille beaucoup plus grande que le lobe principal de la fenêtre rectangulaire, qui, rappelons-le, qui vaut 2 FE sur N. Pour cela, c'est soit 4 FE sur N, 6 FE sur N, si c'est Blackman. Donc, le tracé ici, donc c'est la fenêtre qu'on avait trouvée tout à l'heure, la réponse en fréquence qu'on avait trouvée tout à l'heure, en multipliant donc notre réponse impulsionnelle par une fenêtre. Ici, en l'occurrence, on a pris Hamming. Bien sûr, je n'ai plus d'ondulation ici, mais ça descend quand même assez rapidement. Et j'ai une zone de transition élevée, mais plus d'ondulation ici. Remarquez, comme tout à l'heure, vous avez un zéro qui est placé de part et d'autre. Ce zéro qui est placé de part et d'autre ici, c'est ce qui vous assure quasiment un plateau ici. Alors, avec cette technique, puisqu'on place je reviens à ma diapositive, je place un 1 ici et un 0 là, je ne sais pas où se trouve ma fréquence de coupure.
précisément, je ne le sais pas, parce que ici, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas spécialement une symétrie. Ici, ce point-ci peut être très proche de là, et ici, il peut être éloigné. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut, pour adoucir aussi cette zone de transition et s'assurer d'une fréquence de coupure à l'endroit où l'on veut, on va introduire un 0,5 entre 1 et 0. Dans ce cas-ci, puisque je vais introduire 0,5 entre 1 et 0, donc, ça veut dire que mais je souhaite toujours une zone de transition plus grande que FE sur 16. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Le fait d'avoir élargi par 2 la zone, je vais donc augmenter par 2 le nombre n, ce qui va me donner delta F qui vaut 0,03. Comme tout à l'heure, je vais trouver tous les exercices que l'on va faire par la suite, c'est trouver quels sont les éléments de H qui sont à 1 et quels sont les éléments de H qui sont à 0. Donc ici, puisque delta F vaut 0,033, donc tous les éléments avant 0,1 vont valoir 1. Donc 0,03, si je la multiplie, donc 1 fois delta F, donc ça va me donner H1. H1 va valoir 1 parce que c'est un passe-bas. Je prends H0 aussi à 1. Donc, à 0,033, j'ai un 1. Si je multiplie par 2, ça me fait 0,06. 0,06 est plus petite que 0,1. Donc, je la mets à 1. 0,0303 que je multiplie par 3, ça va me donner 0,0909. C'est aussi plus petit que 0,1. Donc, je vais la prendre aussi à 1. Sauf que cette fois-ci, donc une fois arrivé au dernier élément qui est à 1, je vais prendre ma zone de coupure. Donc, l'élément qui vient juste après, je vais le prendre à 0,5. En l'ayant pris donc à 0,5, qu'est-ce qui va se passer? Le prochain élément, c'est-à-dire H4, H2-4 et jusqu'au dernier élément, puisqu'ici, alors, j'ai pris n égale 33. Donc, non, ici, il y a une erreur, c'est pas H32, c'est H de 16. Donc, je vais prendre H de 16 et H de moins 16, je vais les mettre à 0. Donc, je me retrouve avec une réponse impulsionnelle beaucoup plus longue, donc qui comporte 33 éléments. 16 de ce côté, 16 de celui-ci, plus 1, ce qui va me donner donc 33. Ici, il faut rectifier, c'est 16 et moins 16. Par la suite, oui, je récupère ma fameuse réponse impulsionnelle. Donc, l'expression de la réponse impulsionnelle, je n'ai pas besoin de la développer comme tout à l'heure 1 sur somme c'est-à-dire je n'ai pas besoin de faire la TFD moins 1. Il me suffit d'utiliser directement la formule qu'on avait développée auparavant, c'est-à-dire celle-ci, c'est une H de 0, donc 1 sur n moins n, c'est 33, donc je vais écrire 1 sur 33, mon H0 parce que c'est un passe-bas, donc là ça vaut 1, plus 2 fois tous les éléments fois cosinus. Or ici, j'ai combien d'éléments? J'avais l'élément 1, 2 et 3, ce qui va me donner, donc, j'ai 3 éléments donc, qui sont à 1, puisque j'ai H1, pardon, 2 éléments qui sont à 1 plus 0,5. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, ces 2 éléments qui sont à 1, c'est ici. Je vais avoir donc 2 cos 2 pi n sur 33. Celle de H2, ce sera 2 cos 4 pi n sur 33. N'oubliez pas que nous avons aussi H3. 2 fois 0,5, ça va me donner 1 plus cos 6 pi n sur 33. Donc, maintenant, bien sûr, cette expression, je vais la calculer pour différentes valeurs de n, allant de moins 16 jusqu'à 16. Je ne vais pas oublier de la translater de 16 éléments pour obtenir une réponse causale. Alors, si on regarde maintenant le tracé des réponses en fréquence, donc en prenant donc, le double des éléments et en prenant celui du milieu à 0,5, on est sûr que notre zone de transition se trouve plus ou moins donc à FE sur 10, c'est-à-dire on contrôle un peu plus la fréquence de coupure. Remarquez que pour le même nombre d'échantillons, 33, mais sans utiliser donc une zone de transition en utilisant 0,5, bien sûr que j'ai une zone de transition beaucoup plus courte, sauf que j'ai des ondulations. Et remarquez ici, en mettant ma zone, donc en augmentant la taille du filtre et en prenant un élément à 0,5, j'ai pratiquement réduit, c'est ce qui est en rouge ici, j'ai pratiquement réduit toutes les ondulations. Chose que je n'avais pas, on a exactement le trait en pointillé. Avec le trait en pointillé, on a le même nombre d'éléments, c'est-à-dire que ce filtre-ci en pointillé comporte 33 coefficients. Le filtre qui est en rouge comporte également 33 coefficients, sauf que
ici, j'ai très peu d'ondulation, quasiment pas d'ondulation dans la bande atténuée. Donc, ça reste encore une fois un compromis à faire. C'est vrai que j'ai augmenté la taille de mon filtre. J'ai pris un élément à 0,5. J'ai pratiquement la même réponse, sauf que si je la compare avec celle avec 17 éléments, avec plus de coefficients, mais je n'ai plus d'ondulation dans la bande atténuée. Alors, maintenant, donc, cette application dépendra de ce qu'on va souhaiter faire à chaque fois. Alors, il y a une autre troisième méthode, mais celle-ci, on va expliquer brièvement comment qu'elle fonctionne. Alors, c'est une méthode qui va nous permettre de réduire le phénomène de Gibbs. Donc, en fait, c'est une méthode d'optimisation et c'est une méthode itérative, c'est-à-dire il va le faire progressivement. C'est une méthode qui va assurer que... Alors, le problème avec l'effet de Gibbs, c'est qu'on voyait qu'à l'extrémité, on avait une très forte ondulation. Avec cette méthode-là, et le filtre était quasiment plat au milieu. C'est-à-dire les ondulations se concentraient au moment où il allait descendre. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On va répartir les ondulations sur toute la zone, c'est-à-dire elles ne vont pas juste se concentrer en ce point-ci et en ce point-là. Donc, c'est une méthode qui va faire quoi? Donc au départ, on ne sait pas où se trouvent ces ondulations, on va les fixer c'est-à-dire on va les fixer avec un pas régulier. Donc ici, j'ai combien d'ondulations? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc voici, on fixe, c'est-à-dire les minima et les maximums des ondulations. Et puis on va essayer, en utilisant le polynôme de Chebyshev, de faire une interpolation polynomiale pour trouver la vraie position des extrêmes. Et là, ça va se faire doucement, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on trouve où est-ce qu'on doit placer les ondulations pour s'assurer que ce filtre-là va faire le travail voulu avec des ondulations qui sont réparties partout avec un minimum de coefficients. Et ça se fait, c'est-à-dire il va les déplacer doucement, l'une après l'autre, itération après itération. Une fois qu'il n'y a plus de déplacement, on aura trouvé la position de chaque ondulation en s'assurant, donc un filtre, on appelle ça equiripple, c'est-à-dire que les ondulations sont équiréparties dans la bande passante et la bande atténuée. Il va le faire de façon itérative jusqu'à ce qu'il trouve les positions exactes, plus ou moins exactes les positions exactes des extrémas, c'est-à-dire des minima et des maxima. Donc ça, c'est l'explication globale. Et pour ceux qui souhaitent plus approfondir, les documents existent qui vous expliquent comment fonctionne l'algorithme avec une matrice de Lagrange à résoudre et tout. Bien. Alors, maintenant, ces filtres-là, quand on va les constituer, on a deux façons de faire. Soit on utilise la logique câblée, c'est-à-dire quand on va donc utiliser des portes, des mémoires, des registres. Soit on va utiliser la logique programmée, c'est-à-dire que ça va se faire autour d'un DSP ou carrément avec un ordinateur. Donc, maintenant, la structure de ce filtre-là, si vous avez donc un retard de groupe constant, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on a les deux cas. On a le cas symétrique et le cas non symétrique. Donc, pour le cas symétrique, donc, vous remarquerez donc symétrique, ça signifie que le premier élément qui est B0 sera multiplié aussi par Bn. Cet élément-là, donc, si je le reprends ici, le premier élément, donc, je prends xn, donc le premier il va être multiplié par B0 et le dernier élément va être multiplié par B0. Ensuite, le deuxième, donc c'est B1, il va être aussi multiplié de la même façon, c'est-à-dire B de n-1, c'est aussi B1. Donc, chaque élément, parce que c'est la symétrie, c'est-à-dire il faut que le premier élément et le dernier élément soient multipliés par B0. Le deuxième et l'avant-dernier par B1. Le troisième et l'avant-dernier par B2. Bien sûr, s'il est impair, on va retrouver l'élément du milieu qui est multiplié par B de n-1 sur 2, puisque n est impair. Donc, l'élément du milieu sera multiplié par B n-1 sur 2. Bien sûr, tous ces éléments-là vont être sommés pour obtenir yn. Dans le cas où le filtre est symétrique, donc avec les retardateurs, donc j'ai B0, c'est-à-dire là, quand je dis qu'est-ce qui est multiplié par B0, c'est xn. Et qu'est-ce qui va être multiplié par B1, c'est quand je dis xn fois z-1, ça veut dire que je suis en train de parler de xn-1, puisque ça a subi un retard. Ici, quand vous avez z-2 que vous multipliez par xn, ça veut dire que vous êtes en train de parler de xn-2. Donc, ici, je n'ai plus d'éléments
d'éléments au milieu, c'est-à-dire je n'ai pas de B1, quand il est pair, il y a autant d'éléments de part et d'autre, je n'ai pas d'éléments au milieu, bien sûr qu'il va sommer pour retrouver YN. Donc, ainsi se termine ce cours. On verra la prochaine fois quelles sont les techniques qui vont nous permettre de synthétiser des filtres RI. On verra globalement 3 techniques. Voilà.